On sait que dès 1805, dans l'éthique, Schleiermacher s'est élevé contre une caractéristique universelle au sens de Leibniz. L'entreprise visant à traiter la langue, comme le calcul mathématique, où on effectue une série d'opérations avec les signes en ne les appliquant qu'ensuite aux objets, est tout à fait fausse. Une telle vision formelle de la langue la réduirait à la fonction intellectuelle au détriment de l'incontournable fonction organique. En termes kantiens, disons qu'une telle langue serait vide, ou d'après Schleiermacher, la langue est intuition. L'idée de devenir langue universelle est la folie qui découle de ces deux canons, qui consiste à la réduire à son aspect conceptuel abstrait, écrit Schleiermacher en 1805. Les langues nationales ont néanmoins une propension à devenir langue universelle, comme nous l'avons noté plus haut. Mais l'intuition individuelle perdue signifie la mort de la langue, qui n'existe qu'en acte dans les individus qui la parlent, qui collaborent. Tout comme à une patrie, l'homme doit se résoudre à appartenir à une seule langue ou à une autre, sous peine de flotter sans assise dans une position intermédiaire peu réjouissante. Ce qui n'empêche pas Schleiermacher de rêver à une union par la traduction dans un grand ensemble historique, et même de voir dans cette unité la véritable finalité historique de la traduction à grande échelle. Une telle communauté n'est qu'une idée régulatrice, car comme on sait, Schleiermacher tient une unification totale par la raison pour impossible. Cette impossibilité tient à des motifs théologiques et donc anthropologiques. L'absolu ne se présente à l'homme que de façon fragmentaire. Pour nous, l'absolu est irrémédiablement relatif. Où, et c'est là le cœur théologique de l'argument, l'identité absolue est inatteignable lorsque c'est par l'initiative de l'homme que l'on cherche à y accéder. En cela, la distance par rapport à égal est insurmontable. L'aspiration à l'identité absolue se manifeste dans le procès éthique. Le process éthique est réalisé grâce à l'herméneutique philosophique, dont il nous faut à présent rappeler les principaux moments. Interprétation grammaticale et interprétation psychologique. Notre approche précédente rend facilement intelligible les types d'interprétation qui scandent l'herméneutique comme art général de l'interprétation chez Schleiermacher. Pour comprendre, il me faut interpréter. Ce n'est qu'à partir de cette opération que seront rendus possibles l'argumentation, le dialogue conflictuel et la reconstruction s'approchant du savoir proprement dit. L'objet de l'interprétation est le discours comme objectivation de la pensée et du savoir dans une langue particulière. Ce savoir contient dans sa relativité, dans son inadéquation au système, des concepts qui sera élaboré dans la dialectique, une double polarité, selon qu'il renvoie à la langue en sa structure ou à la participation de l'individu. Il ne faut donc pas se contenter de dire que l'interprétation grammaticale est la mise en lumière des éléments, l'interprétation technique, en revanche, celle de leur combinaison. Car de même qu'il existe des structures combinatoires en termes grammaticaux, la syntaxe tout entière, il existe des éléments qui ne sont déterminables qu'à partir des individus, puisque tout discours est animé jusqu'en ses parties par un esprit linguistique formateur. L'opposition entre les types d'interprétation est bien plutôt celle de deux perspectives. Sur un même objet, le discours comprendre dans la langue et comprendre dans celui qui parle. L'interprétation grammaticale relève de la première, l'interprétation technique de la seconde. L'interprétation grammaticale s'attache plus particulièrement à la réalité du discours, en visant à saisir tant les mots que les liaisons qui le composent. Cette opposition entre les mots et les règles qui dictent leur combinaison ou liaison recouvre la distinction que Schleiermacher établit entre l'élément matériel et l'élément formel. L'interprétation technique, en revanche, s'appuiera sur la force de la pensée, sur le conatus en dernier ressort enraciné dans l'individu, qui imprime un sens propre à son discours. Tout discours est en effet à considérer comme produit par un sujet. Il est Tatsak, réalité produite, qui ne peut s'expliquer intégralement qu'à partir de la productivité qui en est l'origine. Les deux aspects ou versants de l'interprétation sont donc un reflet de la constitution de tout discours comme lieu de rencontre d'un système, même s'il est déjà particularisé dans une langue et d'un individu créateur. C'est donc à juste titre que l'herméneutique peut être appelée une logique du discours individuel, puisqu'elle recherche l'art de penser modulé par le sujet du discours. On comprend aussi du même coup que les deux types d'interprétation soient complémentaires, l'herméneutique se déployant dans le champ de leur oscillation. Dans ce mouvement même, l'herméneutique retrouve les deux versants
que sont la formation de la communauté, plus affirmée par l'interprétation grammaticale, et la constitution de soi des individualités à leur niveau, à leurs divers niveaux de compréhension, à laquelle s'attachera principalement l'interprétation technique, psychologique. Les pôles qui apparaissent ainsi dans la pratique herméneutique ont eux-mêmes un fondement philosophique. Commençons, comme Schleiermacher, par retracer les linéaments de l'interprétation grammaticale. Elle est chez lui dans l'ordre d'exposition toujours première, parce que le langage est la seule chose qu'il faut présupposer dans l'herméneutique. Et tout ce qu'il y a là, tout ce qu'il y a à trouver, doit être trouvé à partir de la langue. Elle se définit donc comme l'art de trouver le sens déterminé d'un discours défini à partir de la langue et à l'aide de la langue. S'appuyant sur un objet défini, cette interprétation est dite par Schleiermacher objective. Elle est de plus négative en ce qu'elle délimite le domaine dans lequel une proposition peut recevoir un sens et exclut donc ceux qui ne se conforment pas aux règles grammaticales et qui ne peut absolument pas être compris. Elle permet ainsi de circonscrire le champ de la communication, à savoir celui où un auteur ou un lecteur ou auditeur peuvent s'entendre. Nous n'esquisserons ici que très rapidement les règles pratiques que donne Schleiermacher pour cet aspect de l'interprétation qui consiste à construire la maîtrise de la langue. Toutes ces règles visent à établir en leur univocité les significations et le sens des mots dans le cadre des propositions ou des discours comme combinaison de propositions. On comprendra aisément par exemple le premier canon de l'interprétation grammaticale. Tout ce qui dans un discours donné demande à être déterminé de façon plus précise ne peut l'être qu'à partir de l'ère linguistique commune à l'auteur et à son public originel. Il faut donc s'en acquérir et Schleiermacher d'analyser les moyens. Le but est d'éviter l'erreur de compréhension qualitative et l'erreur de compréhension quantitative. La première, essentielle, consiste à se méprendre quant à la signification d'un terme. La seconde, qui tient à la mauvaise évaluation de l'accent et du ton, fait rater le sens visé, appréciation qui ne peut être corrigée que par la prise en compte du contexte. Ce qui, dans la perspective qui est la nôtre, importe à notre dessein, c'est de souligner l'importance première de l'interprétation grammaticale. C'est elle en effet qui, recherchant la signification des mots et des propositions, est la plus proche de la dialectique. Elle vise en effet la reconstruction du système des concepts propres à un individu à partir du système des concepts particuliers à une langue. C'est toujours elle qui a d'abord affaire au processus capital de la dialectique, le schématisme. L'interprétation grammaticale, en effet, se préoccupe d'abord de la présentation du sens dans la langue en partant de l'unité ou de la synthèse entre la loi linguistique, concept, et la multiplicité des usages, intuitions, présentes dans le schème. L'interprétation grammaticale vise l'unité essentielle des mots, qui cependant n'apparaît jamais en tant que telle. C'est dire combien l'interprétation grammaticale est la conséquence immédiate de la relativisation de tout discours, et plus particulièrement de celui qui présente un savoir. Plus proche par là du système des concepts, elle est plus proche de la dialectique que de l'est l'interprétation technique. Si l'achèvement de l'interprétation grammaticale est la connaissance parfaite de la langue, et que pensée et langage par ailleurs coïncident, alors l'interprétation grammaticale achevée pourrait tenir lieu de dialectique régionale. Elle rendrait possible la pensée pure s'il n'y avait pas cette participation de l'individu à l'effectivité de la langue. Cette proximité entre un versant de l'interprétation grammaticale et la dialectique explique certaines formules, somme toute énigmatiques chez Schleiermacher. Un aphorisme de 1805 déclare par exemple « L'herméneutique est l'inverse de la grammaire ». Et plus encore, Lequet, premier éditeur de l'herméneutique de Schleiermacher, pense dans un contexte analogue que pour Schleiermacher, rhétorique et grammaire sont synonymes. Depuis que Schleiermacher a abordé ce sujet, en se rapportant plus particulièrement au traité de Wolff, il a usé de grammaire pour rhétorique, ce qui s'explique par le fait qu'il donnait à la grammaire un sens supérieur à celui du traitement du langage conformément à l'art en général, de sorte qu'il y comprenait la composition rhétorique. Le rapport entre herméneutique et grammaire serait alors celui de l'inversion, comme le confirme l'abrégé de 1819. Le fait que l'herméneutique et la rhétorique aillent ensemble consiste en ceci que tout acte de comprendre
et l'inversion d'un acte de discours. Mais il me semble que cette dernière proposition a précisément induit une interprétation erronée chez Leucke. Dans l'addition relative à cette même proposition, Schleiermacher dit bien que la grammaire est connaissance de la langue. En ce sens, elle est une discipline de la langue comme système, alors que la rhétorique est toujours explicitement un art d'exposition. Ce qui ne se comprend que lorsqu'on entend par grammaire la connaissance des structures générales, de même que la grammaire établit les règles générales. De même, l'herméneutique s'intéresse à leur particularisation et dégage leur individualité. La dialectique, en sa partie technique, nous offrira de nombreuses réflexions grammaticales et inscrit justement le rapport entre herméneutique et dialectique dans le cadre d'une réflexion sur la grammaire qui est dépassée par l'établissement de l'universel. Les opérations de toutes les langues se résolvent dans les mêmes lois de combinaison et sont soumises aux mêmes règles. Le grammatical spécial disparaît au regard de l'universel. C'est ici qu'il y a en tout cas la dépendance de la dialectique par rapport à l'herméneutique, laquelle à son tour est dépendante de la première. En d'autres termes, la grammaire joue un rôle médiateur entre l'herméneutique et la dialectique, qui explique son rôle privilégié souligné en 1828. De même que l'herméneutique générale va ensemble avec la critique, elle va ensemble avec la grammaire. Mais puisqu'il n'y a ni communication du savoir, ni fixation de ce dernier sans ces trois, et qu'en même temps toute pensée correcte débouche sur un parler correct, les trois sont à rapporter en toute précision à la dialectique. La grammaire est la structure propre à une langue dans un contexte historique donné. Elle représente une universalité relative dans laquelle les individus pourront trouver la possibilité d'un accord. La grammaire, qui est toujours celle d'une langue donnée, n'est pas la dialectique, parce qu'elle en est toujours la relativisation. En ceci, Schleiermacher se distingue de toutes les tentatives qui visent à établir une théorie générale de la langue ou une grammaire universelle, bien qu'ils ne méconnaissent pas d'affinité logico-grammaticale. La grammaire n'est pas l'universalité, même s'il faut passer par elle pour en prendre le chemin. L'essence de l'interprétation dite technique est aisément déterminable dès qu'on y voit le pendant de l'interprétation grammaticale. Elle consiste à envisager le discours, non pas à partir de la langue comme système, mais à partir de l'individu qui construit le discours, de l'homme qui parle, ce qui présuppose la connaissance de la langue, c'est-à-dire l'interprétation grammaticale. Tout comme plus haut, l'interprétation grammaticale présupposait l'interprétation technique, puisque tout discours n'existe qu'à travers ceux qui parlent. En d'autres termes, il ne faut pas voir comment l'homme reçoit une langue dont il hérite, mais comment il la transforme en l'utilisant, comment le discours devient un instrument qui permet d'affirmer son individualité. Les déterminations de la partie technique semblent ainsi s'opposer à celles de la partie grammaticale. Si la dernière était objective et négative, la première est subjective, dans la mesure où elle cherche à accéder à quelque chose qui ne se présente pas comme un objet, à savoir l'intériorité individuelle qui laisse sa trace, mais qui n'apparaît pas en tant que telle, et positive dans la mesure où elle pose quelque chose, c'est-à-dire crée, ou est productive dans son effort de reconstruction. La nécessité de ce moment individuel, qui vient complémenter l'affirmation de l'universalité, nous est ici assez familière, pour n'avoir pas à la commenter longuement. Découvrir l'individualité dans la particularité de l'exposition, c'est découvrir le style. Le but entier de l'interprétation technique doit être défini comme la compréhension parfaite du style. Il faut en effet partir de la décision séminale, de l'acte qui a poussé l'auteur à penser ce qu'il pense, comme il le dit. Pas plus que pour l'interprétation grammaticale, nous n'entrerons ici dans le détail technique des prescriptions de Schleiermacher. Nous nous contenterons de remarquer que l'essentiel de ce versant de l'interprétation ne consiste pas simplement à voir comment l'individu imprime son sens dans la langue, mais surtout à saisir à partir de l'individualité du sujet comment s'opère enchaînement et combinaison des pensées. Quelle est la dynamique subjective qui préside à leur succession? L'interprétation consistera ainsi non seulement en la découverte de l'enchaînement, mais encore en la reproduction de la combinaison. Ce qui, au sens fort du terme, s'appelle reconstruction. Lorsque je prétends comprendre, je dois être en mesure de reconstruire identiquement à la construction de l'autre. Ici aussi, l'interprétation technique, à son tour, révèle son lien plus étroit avec la dialectique, qu'elle appelle.
Cette dernière, en effet, ne s'attachera pas uniquement à l'identité des concepts, qui ne peut être jamais, en dépit de l'unité de la signification, garantir la vérité. Nous verrons que les hommes ne peuvent se comprendre vraiment que s'ils sont en mesure de construire identiquement, et l'interprétation technique est alors une prémisse indispensable. Mais elle tient aussi compte du fait que tout discours réel apporte quelque chose de nouveau, dont il faut prendre la mesure. Il faut en réalité retenir une définition de l'individualité qui s'exprime dans la singularité de l'agencement des pensées. Le brouillon sur l'éthique connaissait déjà une telle approche en affirmant que l'essence de l'individualité est aussi à rechercher dans la manière particulière de combiner, ce qui est une définition du style. L'interprétation est avant tout importante pour éviter l'erreur de compréhension quantitative, mais aussi pour accéder à la signification proprement dite, c'est-à-dire pour parvenir à la compréhension qualitative. Il n'est évidemment pas aisé d'atteindre l'individualité qui préside à la pensée dans la mesure où l'individuel inexprimable est classiquement défini par Schleiermacher comme inaccessible. Reste la possibilité d'une approche de l'auteur qui doit rendre possible l'intelligence de sa pensée, puisque ce n'est finalement qu'en lui que la langue s'actualise. On comprend alors en quoi il s'agit principalement de la saisie du style, puisque c'est cette singularité qui détermine tant la composition ou l'agencement intérieur des pensées que l'usage linguistique ou le choix extérieur ou objectivé des mots et tournures. Pour ce faire, il faut non seulement dégager l'idée centrale qui régit toute l'œuvre ou tout le discours, en sachant que ce qui la détermine est une décision séminale, qui est l'origine de tout développement ultérieur, un principe qui meut l'auteur. Mais il faut encore comprendre la psychologie même de l'auteur, sa personnalité qui est à l'origine de cette décision séminale, ce qui exige la connaissance de la personnalité de l'auteur et de tout le milieu qui le détermine. En fait, Schleiermacher dégage deux visées dans l'interprétation technique: trouver le thème, l'unité générale qui réside dans le sujet du discours et qui le commande, et connaître l'auteur. C'est là le sens de la distinction bien tardive, puisqu'on ne la rencontre que dans les notes marginales de 1832-33, entre l'interprétation technique et l'interprétation psychologique. Toutes deux sont tournées vers l'individu qui parle, mais si l'interprétation psychologique cherche plus particulièrement à rendre compte de la naissance des pensées à partir de l'élément de la vie prise dans son ensemble, l'interprétation technique consiste plutôt dans la mise en relation avec une pensée déterminée ou une volonté d'exposer à partir de laquelle se développe une série. L'interprétation psychologique s'attachera donc à saisir la genèse d'un discours au sein d'un moment global de l'existence, alors que l'interprétation technique cherche à comprendre la composition et la méditation. La méditation correspond à l'intention ou à la volonté d'exposer qui est à l'origine de toute série de pensées, alors que la composition est la réalisation individuelle effective de ce projet. Bref, ici comme là, il s'agit de la possibilité même de reconstruire le discours en sa nécessité. C'est là un leitmotiv de l'herméneutique formulé dès 1805 et qui définit toujours sa pratique rigoureuse. Je ne comprends rien dont je ne saisisse la nécessité et que je ne puisse construire. Ce caractère constructif qui habite la partie technique permet de dépasser sa réduction psychologisante et par là même de la mettre en un rapport plus direct avec la dialectique, car la compréhension rendue possible par la reconstruction ou la recombinaison est la condition de possibilité d'une inscription du discours dans une pratique du dialogue qui vise le savoir, c'est-à-dire la dialectique. Les deux types d'interprétation sont complémentaires, même s'ils ne peuvent pas être identifiés, et il ne convient pas de privilégier l'une par rapport à l'autre, bien que selon les écrits et les interprètes, dans leur qualité et disposition individuelle, elles peuvent être utilisées dans des mesures différentes. Nous n'entrerons pas ici dans le débat sur la prédominance de l'interprétation psychologique ou de l'interprétation grammaticale, qui a été déterminant pour la réception de l'herméneutique de Schleiermacher. De l'aveu de Schleiermacher, l'une comme l'autre forment les pôles d'un seul et unique processus de compréhension. Si dans l'ordre d'exposition l'interprétation grammaticale vient en premier, c'est d'abord, me semble-t-il, par conformité à la ligne du système qui vise la réalisation de l'esprit. Pour comprendre vraiment, les deux versants sont indispensables. Lors d'une interprétation correcte, tous les divers motifs doivent coïncider dans un seul et même résultat, à savoir l'authentique saisie du sens
tenir compte autant de l'individuel que de l'universel, et elle est comme pratique comprise à la fois dans un processus d'individuation et dans la formation de la communauté. Les niveaux de compréhension. L'interaction entre les divers moments constitutifs de l'interprétation permet d'étager la compréhension sur plusieurs niveaux. Ces niveaux sont redevables de ce qu'on a coutume d'appeler le cercle herméneutique, que Schleiermacher reprend à Ast et qui énonce qu'il faut comprendre le tout à partir de la partie et inversement. Pour exhiber la structure de l'herméneutique, rappelons rapidement les niveaux de cette circularité, telle qu'elle est présentée dans le second des discours sur l'herméneutique prononcé devant l'Académie. La structure générale du cercle herméneutique est la suivante. Le singulier ne se comprend qu'à partir de l'universel, et inversement. Appliqué au champ de l'interprétation, ce cercle engendre les degrés suivants relatifs à la prédominance de chacun des types d'interprétation. Il s'agit ici non des degrés en soi, mais de ceux que Schleiermacher distingue explicitement. Dominance de l'interprétation grammaticale. A. Le mot ne se comprend qu'à partir de la proposition et inversement. B. La proposition ne se comprend qu'à partir du discours et inversement. C. Le discours ne se comprend qu'à partir de l'ouvrage singulier et inversement. D. L'œuvre singulière ne se comprend qu'à partir du domaine de la littérature dont elle fait partie et inversement. Dominance de l'interprétation technique. E. L'œuvre comme acte d'un auteur ne se comprend qu'à partir de la totalité de sa vie et inversement. F. La totalité de la manifestation de l'auteur ne se comprend qu'à partir du contexte total de l'époque et inversement. Et tous ces niveaux de compréhension doivent eux aussi coïncider pour donner naissance à une saisie correcte du sens du discours et du savoir qu'il véhicule.